Agir et agir vite, ce refrain répété depuis des années par les experts sur le climat est à nouveau au cœur d'un rapport qui a été présenté hier. Le message du GIEC est sans appel. Une action sans précédent est indispensable pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré maximum d'ici la fin du siècle. Alors on va voir avec nos décrypteurs pourquoi ça chauffe vraiment. N'est-il pas trop tard pour changer la tendance alors que la plupart des pays sont déjà affectés? Que faut-il changer dans nos comportements? Sommes-nous vraiment prêts à bouleverser nos modes de vie? C'est d'ailleurs la question qu'on vous a posée sur lefigaro.fr. Êtes-vous prêt à payer votre énergie plus cher pour lutter contre le réchauffement climatique? Vous avez été plus de 45 000 à voter, 34% ont répondu oui et largement plus de 60% ont répondu non. Vous pouvez d'ailleurs continuer à voter en direct pendant cette émission, à poser toutes vos questions sur lefigaro.fr ou sur les réseaux sociaux. On essaiera d'y répondre avec nos décrypteurs. On écoute en attendant les propos que tenait Jim Skea sur la question. Il est membre du GIEC justement et de l'Imperial College de Londres. C'était il y a quelques heures en Corée du Sud. Limiting warming to 1.5 degrees C implies changes on an unprecedented scale. It means deep emission reductions in all sectors, the use of a wide range of technologies, behaviour changes, and a significant increase of investment in low-carbon options. Bonjour Marc Cherki. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au service Sciences du Figaro où vous suivez toutes les questions d'environnement et de sciences en général. Alors on va revenir sur ce rapport du GIEC. Depuis 30 ans qu'il existe, le GIEC n'a publié que 5 rapports spécialisés. Donc c'est un événement important. Le prochain est prévu pour 2022 d'ailleurs. Alors en quelques mots, quels sont les principaux points à retenir de ce rapport? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Des surprises, pas tellement. Simplement, puisque ça fait quelques années que tous les experts expliquent que dès 2020, il faut faire quelque chose, il faut renforcer les engagements des différents États. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas énormément de surprises. Maintenant, ce rapport est spécifique et particulier. D'abord, c'est un rapport spécial. C'est la première fois qu'il y a une commande politique des Nations Unies aux scientifiques. C'est une commande. C'est une commande qui a été faite après la COP 21, où il était annoncé qu'il fallait réduire la température au-dessous de 2 degrés. Bien au-dessous de 2 degrés. Sachant qu'aujourd'hui, on en est à combien, Marc? Degrés de pollution, on précise. Enfin, degrés de réchauffement, pardon. De réchauffement lié évidemment au réchauffement et aux climatique. émissions de gaz à effet de serre, au premier rang desquelles, bien sûr, le dioxyde de carbone, ce qu'on appelle le CO2 dans notre jargon. Donc aujourd'hui, on est à 1 degré. 1 environ. degré. Voilà. 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Voilà. Et maintenant, ce qu'on sait... Ça veut dire qu'on gagne 1 degré chaque année de réchauffement? non. Comment ça se passe? Non. C'est plutôt 0,2 degrés par dizaine d'années actuellement. Mais c'est 2 degrés depuis le début, 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Et maintenant, on est environ à 0,2 degrés par décennie. D'accord. Ça veut dire que le réchauffement s'accélère. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il montre de manière précise l'ampleur des enjeux. Donc, les 2 points que je voulais dire à propos de ce rapport, c'est une commande politique qui a été faite donc à l'issue de la COP 21, qui s'était tenue à Paris en novembre et décembre 2015. Et d'autre part, c'est la première fois qu'il y a un rapport du GIEC où tous les experts de toutes les disciplines coopèrent ensemble. C'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux objectifs de développement durable, comme l'éradication de la pauvreté, les climatologues, et puis d'autres scientifiques qui travaillent sur ce qu'on appelle dans le jargon l'atténuation, c'est-à-dire les solutions pour diminuer les émissions de CO2. Donc là, tout le monde est absolument d'accord sur le diagnostic. En tout cas, Oui, c'est un état des lieux absolument unanime. Oui, tout à fait, Ariane. L'état des lieux est sans appel. Sans appel. Pourquoi consacrer un rapport à l'objectif, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, de 1,5 degré, alors qu'on est largement au-dessus? On est plutôt dans des estimations à 3% pour la période dont il parle. Je ne sais pas combien, 3%, 3 degrés 3 degrés en 2100. Ah oui. Comment viser 1,5 degré alors que la réalité, c'est plutôt 3 degrés 3 degrés, même un peu plus. Plus. Selon les estimations, on est plutôt, mais il faudra demander à Hervé Le Treut, qui est cet expert. Mais je crois que selon les estimations, selon les
Les experts, c'est plutôt entre 3 et 4, 4,5. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux? C'est ça que je voulais vous demander. C'est quand même très très ambitieux par rapport à la tendance actuelle. Mais il faut se donner des objectifs ambitieux, sinon où est-ce qu'on va? Les dérèglements climatiques risquent d'être énormes. Et le 1,5 degré, c'est un test. En fait, il a fallu créer, je pense, essayer d'obtenir de nouvelles études scientifiques, parce que cette étude sur le 1,5 degré n'était pas connue. On ne sait pas si, et maintenant on sait que très probablement les événements climatiques extrêmes seront plus importants, donc il risque d'y avoir davantage de dommages, davantage de pluies diluviennes, etc. Et c'est significatif. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle société on veut? C'est plutôt ça la question que pose ce rapport, et je crois que c'est ce point qui est fondamental. Alors, l'état des lieux donc, est sans appel, vous venez de le dire. Il y a tout de même des observations positives qui ont été constatées. C'est assez rare parce que le GIEC n'a pas la réputation d'être particulièrement positif. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. On pense à des engagements peut-être qui ont été pris de la COP21 ou des actions en cours, qui sont en cours et qui font leurs preuves doucement. Alors effectivement, ce qu'on appelle la décarbonation ou la décarbonisation, je ne sais pas encore ce que l'Académie française décidera en la matière, c'est-à-dire enlever le carbone dans la production d'électricité, commence à se faire dans le monde entier, y compris dans les pays où on ouvre encore des centrales au charbon pour produire de l'électricité, parce qu'il y a un problème, tout le monde est conscient, pratiquement tout le monde est conscient de cette difficulté. Donc de ce point de vue-là, il y a un progrès. Les décideurs politiques commencent enfin, même s'il y a des résistances, on l'a vu avec Trump, on le voit en Australie, on risque de le voir bientôt au Brésil, même s'il y a des résistances, on va quand même vers moins d'émissions de CO2 dans la production d'électricité. C'est plutôt bien. Mais ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à cette transition. On émet toujours plus de CO2 année après année. On était arrivé à un plateau et là, ça repart. On va revenir en détail sur tous ces points précis du rapport. On peut parler également de cette nouveauté que vous signalez dans le Figaro du jour, c'est d'ailleurs la une du Figaro du jour, le réchauffement climatique. Quelle réponse après l'alerte ? Et donc, une des nouveautés de ce rapport, dites-vous, c'est la mise en avant de solutions pour lutter contre ce réchauffement, des projets tous azimuts. On pourrait par exemple citer la création de nuages artificiels pour capter le CO2. On parle de projets de déviation des rayons du soleil. C'est donc l'objet de votre article. Quelles sont les idées les plus innovantes, les plus crédibles? Non, je veux juste faire une précision. Ce rapport exclut ces techniques, exclut les techniques qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire agir sur le climat par des méthodes qui peuvent avoir des conséquences très graves. Parce que, par exemple, si on ensemence les océans pour faire en sorte que les océans captent plus de CO2, augmenter la capacité des océans à capter du CO2 en rajoutant par exemple du fer dedans, ça peut avoir des conséquences terribles. Sur la biodiversité marine. Donc ce sera un effet secondaire qui n'est absolument pas souhaitable. Ah non, pas du tout. Donc ça, et donc le GIEC prend clairement position en disant non, nous on n'étudie pas ces solutions-là. Mais 1,5 degré, c'est un objectif tellement ambitieux que toutes les solutions classiques ou envisageables, c'est-à-dire par exemple planter de nouveaux arbres, et puis d'autres méthodes comme brûler du bois et pour produire de l'électricité, capter le CO2 qui est émis. Absorber la pollution. Ce sera une manière d'absorber la pollution, d'absorber le CO2. Et ce rapport, dans toutes les solutions qu'il donne pour le 1,5 degré, intègre avec plus ou moins d'importance ces solutions classiques, pas des solutions qui risqueraient de dérégler le climat, et surtout qu'il y aurait un autre problème qu'il faudrait utiliser tout le temps. C'est-à-dire que si quand on commence, on ne peut plus arrêter. Voilà, on ne peut plus s'arrêter et on ne connaît pas toutes les conséquences. Et puis ça pourrait créer des guerres. Il y a des spécialistes qui disent que ça peut créer des guerres. Si on crée des typhons, si les Chinois, par exemple, décident d'avoir des actions sur leur climat, ça peut créer, par exemple, des tornades ailleurs. Et voilà. On va y revenir, parce que ça, c'est un point très important que vous soulignez, Marc. Je voudrais qu'on salue Catherine, Jean-Philippe, Jeanne et Marc, par exemple, qui sont avec nous en direct sur lefigaro.fr et qui ont probablement des questions à nous poser. N'hésitez pas à les poser donc en direct, nos décrypteurs vont y répondre. Je voudrais juste qu'on écoute d'abord Nicolas Hulot, l'ancien ministre de l'écologie, qui analysait déjà ce paradoxe
entre cette idée partagée quasiment par tous, que l'heure est grave, mais que ce sont peut-être les moyens qui changent pour changer les choses. Écoutez son propos, c'était le 28 août dernier, alors qu'il présentait en direct de France Inter sa démission. On l'écoute. Petit à petit, on s'accommode de la gravité et on se fait complice de la tragédie qui est en cours de gestation. On se fixe des objectifs, mais on n'en a pas les moyens parce qu'avec les contraintes budgétaires, on sait très bien à l'avance que les objectifs que l'on se fixe, on ne pourra pas les réaliser. Voilà ma vérité. Bonjour Hervé Le Treut. Bonjour. Vous pouvez vous installer calmement. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous dirigez l'Institut de recherche Pierre-Simon Laplace, qui est spécialisé en sciences de l'environnement. On vient d'entendre Nicolas Hulot. Est-ce que ce rapport finalement n'arrive pas trop tard? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourtant, on a été prévenu. Où en est-on dans la gravité dont parle Nicolas Hulot, dans cette course contre la montre finalement? Je pense que le rapport, il vient après beaucoup d'autres. Donc il est spécial parce qu'il arrive précisément à ce moment-là, qui est un moment où on se rend compte qu'on ne va plus pouvoir tout faire. On est confronté à un problème climatique, mais aussi à des problèmes sociaux, des problèmes même démographiques, on est nombreux sur cette planète. Et vous parliez de... Il faut partir à temps, je pense que c'est exactement ça. Pendant beaucoup d'années, on a fait un peu comme le lièvre. On a pensé que si on s'y mettait au dernier moment, on pourrait régler les problèmes. En fait, les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Ils restent très longtemps dans l'atmosphère. On dit un siècle pour le CO2, ce qui est un ordre de grandeur, mais qui dit bien que ce que l'on met dans l'atmosphère, il reste, s'y cumule, qu'on n'a pas de retour en arrière possible. Et cette absence de retour en arrière fait qu'aujourd'hui, on arrive à un point qui est un petit peu un point de blocage. On va être obligé, et je pense que le rapport l'illustre très bien, de transiger entre des risques climatiques, des risques sociaux, des risques liés à la biodiversité. Et on voit que toutes les solutions qui sont proposées tournent autour de cette nécessité de transiger, et donc, pour transiger le moins possible, d'avoir des transitions, des évolutions qui vont être extrêmement importantes. C'est ce qui a été dit par tous les gens qui ont présenté le rapport en Corée. C'est possible, mais au prix de changements extrêmement importants. Alors, par exemple, ce seuil pour ce changement très important, si on arrive à ce fameux seuil des 1,5 degrés, on peut l'espérer à peu près pour quand? Est-ce que, de façon réaliste, on peut donner une date approximative? Le seuil, on va l'atteindre plus ou moins vite selon les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ce qui est proposé dans le rapport, c'est des méthodes pour effectivement se stabiliser sous ce seuil-là. Il faut savoir que plus on attend, plus on va se stabiliser à un seuil haut. Donc en fait, pour rester sous les 1,5 degrés, il faudrait avoir réussi à stabiliser le système climatique. Et le stabiliser, ça veut dire en fait être à zéro émission de gaz à effet de serre, zéro émission nette. On s'autorise en fait. Et ça, c'est entre 2030 et 2050. Il y a une certaine marge d'incertitude. Les modèles ne sont pas... C'est compliqué, c'est calculé. En tout cas, à échéance très courte. C'est à échéance très très courte. Et entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est la fameuse subtilité du rapport, qu'est-ce que ça change finalement? Un demi-degré d'écart, ça changerait tant les choses que ça pour la planète? En fait, c'est l'apport majeur au niveau scientifique du rapport, c'est d'avoir étudié précisément justement ce que représente un demi-degré. Cette différence. Cette différence d'un demi-degré. Et on voit que ça représente beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'effets qui sont non linéaires. Quand on regarde les événements extrêmes, par exemple les cyclones, on voit que des cyclones dans un monde à un demi-degré de plus ou à 1 degré de plus, puis c'est de ça qu'il s'agit, mais ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui change, par exemple? C'est la puissance de ces cyclones qui peut être beaucoup plus importante. Les cyclones plus puissants peuvent être plus nombreux. Et la fréquence plus puissants. Donc, la fréquence un peu moins, mais par contre, il y a aussi beaucoup de conséquences dans les domaines qui sont ceux de la pauvreté. Il y a un caractère très fortement injuste dans les changements climatiques. Ils vont affecter de manière très différente les... Qui seront les plus touchés? C'est très certainement les pays de la zone intertropicale, où on a des climats qui sont beaucoup plus dangereux, avec des sécheresses qui peuvent être très longues, avec justement des cyclones, des tempêtes et des inondations qui peuvent être au contraire très fortes. Et une démographie qui amplifie en fait les problèmes dans beaucoup de régions du monde, une pauvreté aussi. Donc c'est une région qui va être
certainement confrontés à des choses auxquelles nous, on ne sera pas complètement confrontés. Nous, citadins, vous voulez dire, ou nous, Européens? Enfin, citadins, il y a des citadins partout maintenant. La moitié de la planète va être citadine et même plus. Mais non, je disais plutôt, nous, Européens et pays du Nord, on va subir des conséquences fortes. Mais je pense que nos régions resteront habitables. Ce qu'on peut se demander, si justement, c'est pas ceux qui vivent en ville qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique, par en tout cas la pollution. Ils sont impactés différemment. Il y a des risques urbains qui sont différents, des risques... L'exposition à la pollution est quand même largement... L'exposition à la pollution, mais les paysans, par exemple, qui seront peut-être obligés de changer de filière agricole, sont confrontés à d'autres types de risques. Donc je pense qu'il faut... voir qu'on aura chacun une part de risque. La part de risque maximale, elle est celle des personnes qui seront peut-être empêchées de rester là où ils habitent. Il y a probablement des régions du monde qui deviendront inhabitables dans le sud, dans ce qu'on appelle le sud, c'est-à-dire dans la zone intertropicale. En fait. D'accord. Alors justement, vous parliez d'inondations. Est-ce que, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable d'associer en fait un événement météorologique comme celui-ci, ou comme le typhon, ou incendie, sécheresse, on entend beaucoup parler de ça ces derniers mois, encore cet été. De quelle façon un événement météorologique peut être associé au réchauffement climatique? Est-ce que c'est prouvé tout ça? Disons que ce qu'on peut faire, c'est uniquement associer des statistiques d'événements au réchauffement climatique. Chaque événement vient par un effet de situation qui doivent au hasard, et donc il pourrait, en principe, se produire de manière naturelle. Ce qui ne peut pas se produire de naturel, c'est la répétition d'événements bien marqués par leur importance, par leur sévérité, sur des périodes trop longues. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on commence à voir au niveau global. On voit qu'on a des événements majeurs qui se produisent de manière répétée. C'est beaucoup plus difficile au niveau local. Si vous restez sur un domaine plus petit, vous avez moins d'événements et vous avez plus de difficultés à les attribuer. Maintenant, je pense que cette question de l'attribution à une cause précise, il ne faut pas en faire un enjeu exagéré. Aujourd'hui, on sait que dans le futur, les choses seront différentes parce qu'on émet des gaz à effet de serre et que ces gaz à effet de serre créent le climat de demain. On a vu, nous, que sur 1 degré, déjà, on a des conséquences. 1 degré de réchauffement, sur 1,5 degré, 2 degrés, on aura des conséquences plus importantes. On doit être en situation d'anticiper ce qui se passe. Quand on reconstruit, par exemple dans les îles Caraïbes, on doit reconstruire en anticipant un climat futur qui sera différent du climat actuel. Pour revenir à ce rapport du GIEC, dernière question, Hervé Le Treut, qu'est-ce que ce rapport finalement révèle de l'activité humaine en général, en toile de fond? Quel est le problème? En toile de fond, il y a plusieurs manières de le voir. On a d'abord une démographie qui fait que j'étais à l'école primaire quand on a passé la marque des 3 milliards de personnes. On est bientôt 8 milliards. Donc on n'est plus sur la même planète, on doit construire quelque chose de nouveau sur cette planète. Il y a bien sûr aussi un contexte économique, social, politique qui fait que on a encore un monde où il y a des injustices, où il y a des difficultés, où il y a des conflits. Et puis au bout du compte, on a aussi une série de problèmes écologiques qui sont éventuellement un peu concurrents parce qu'on a un espace limité. Quand on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on fait appel à des techniques qui peuvent demander de l'espace, parler d'utiliser le sol pour stocker du carbone, ça demande de l'espace, on a besoin de cet espace pour se nourrir, on a besoin de cet espace pour préserver la faune et la flore sauvage. Donc on est un petit peu en limite de tout ce qu'on peut faire dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, les transports conduisent à émettre 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Ce chiffre paraît complètement... Oui, alors les chiffres, mais c'est une réalité. En fait, le transport est un des éléments majeurs d'émissions de gaz à effet de serre avec le logement, avec l'agriculture. Pour arriver à ce fameux 1,5 degré, il faudrait réduire, c'est ce que le rapport dit, de 45% ces émissions, ça paraît... 45% au début, après il faudrait les réduire complètement. Donc en fait, c'est un enjeu tout à fait colossal. Et je le disais tout à l'heure, on est vraiment un petit peu poussé dans les cordes. Hein. On est vraiment dans une situation où les choses ne peuvent pas se faire de manière simple. Il y a toujours eu des débats à savoir si d'avoir un comportement sobre, pour faire les bons gestes, aller en vélo, bien manger, ça suffisait. Là, aujourd'hui, c'est clair que c'est nécessaire encore plus, mais ce n'est pas suffisant.
on aura besoin de technologies nouvelles, on aura besoin, mais pas les technologies. On aura besoin aussi d'être très vigilant. Il y a de bonnes technologies et des géo-ingénieries qui peuvent être tout à fait désastreuses comme ça. Et de repenser donc entièrement le système. En tout cas, c'est ce que disait Perico Légas, qu'on va écouter tout de suite. Il est critique gastronomique, il est rédacteur en chef à Marianne, et il était de passage hier au Figaro sur le plateau de l'émission Point de vue. Il s'est exprimé sur la question. Écoutez. Il faut repenser la croissance mondiale et changer nos mœurs. Nous n'avons pas besoin de consommer autant de choses à une fréquence aussi proche. Voilà. Donc il faut le repenser, nous, dans notre tout alimentaire, voilà, la voiture, les vêtements. Voilà. Il faut faire attention, il y a une ressource fixe sur la planète. Vous savez qu'on est déjà débiteur, on a déjà entamé les ressources des générations à venir. C'est terrible, on tape dans le petit cochon de nos enfants. Donc où on arrête tout de suite avec une décision planétaire, alors une vraie globalisation, pour le coup, intelligente, et une commission de Bruxelles qui mène la danse. L'Europe peut donner l'exemple, parce que nous sommes quand même le pays de la civilisation de consommation, où on fait ça courageusement. Et voilà où Macron a un rôle génial. Il nomme Hulot Premier ministre, en disant, voilà, Édouard Philippe, on arrête. Il dit, tu t'en vas pas. Non seulement tu t'en vas pas, tu prends Matignon, et tu fais de la France le pays qui sera le premier à montrer l'exemple sur un freinage de la croissance, en faisant du bon libéralisme tocquevillien. Il s'agit d'appauvrir personne, mais on arrête de faire cette surenchère avec les grandes surfaces, la surconsommation. Voilà, Perico Légas, on n'y est pas, vous disiez, Marc. Non, on n'y est pas, même en France. On n'y est pas, mais il y a quand même une idée à retenir là-dessus. C'est quand même qu'en effet, il faut repenser tout le système de la croissance. C'est ce que veut dire Perico. Oui, et je pense que ce n'est pas vraiment ce que l'on fait. On a par exemple eu un épisode lié au chemin de fer en France, là, récemment. La manière dont on conçoit le réseau de transport sur un pays comme la France, c'est quelque chose qui est essentiel par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. On n'a jamais vraiment abordé les débats de ce point de vue-là. Et on peut le voir aussi dans les domaines de l'urbanisme, dans beaucoup de domaines, en fait. On ne met pas en premier, et même pas, je dirais, il n'y a pas un problème de priorité, mais on ne prend pas à leur mesure ces enjeux-là quand on discute des échéances auxquelles on est confronté. Alors vous êtes nombreux à réagir sur cette question du réchauffement climatique et Valentin Pilate nous a rejoint sur le plateau pour relayer vos questions qu'il faut continuer à poser. Bonjour Valentin. Bonjour Ariane. Alors est-ce que ça réagit un petit peu, de quelle façon ça réagit sur beaucoup, sur le site et sur les réseaux? Écoutez, je vais vous le dire, beaucoup de climato-sceptiques là actuellement dans les commentaires, je ne vais pas vous le cacher, sur le Figaro.fr, également sur Facebook. Je vais citer le commentaire de Thierry. Croire qu'il fait plus chaud ou plus froid qu'il y a des siècles est une erreur monumentale. Je rajouterai le commentaire de Fatalita. La Terre a déjà connu de nombreuses périodes de réchauffement climatique rapide depuis des millions d'années, ainsi que des périodes glaciaires. On ne peut pas accuser l'homme, il n'existait pas encore. Est-ce que vous comprenez ces remarques, Marc ? Je comprends qu'il y ait plein de climato-sceptiques. Et je le sais, parce que compte tenu des papiers que j'écris, je reçois énormément de commentaires de climato-sceptiques sur le site. Notamment celui de Fatalita, il vient à vrai dire de votre article hier. Ou par courrier. D'accord. Et les gens vous écrivent pour vous dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne croient pas... Le commentaire de Fatalita vient de l'article de Marc. Même d'anciens scientifiques, et je vérifie qu'effectivement ce sont des vraies personnes. Et j'ai commencé à leur répondre et maintenant j'ai arrêté. Je pense qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe. Je crois qu'il y a une grande partie de la population qui ne comprend pas. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Hervé, sur ce que c'est que le réchauffement climatique, ce que c'est que l'effet de serre, le rôle du carbone dans l'atmosphère. Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas. Peut-être qu'ils ne connaissent pas en effet suffisamment les... Oui, il y a des sondages précis qui ont été faits par Daniel Bois, par exemple, de Sciences Po avec l'ADEME, qui montrent que si on pose la question qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? Et donc l'effet de serre, c'est ces gaz qui sont transparents, qu'on ne voit pas, qui agissent de manière effectivement souterraine, et la planète, elle évolue comme ça sans qu'on s'en rende compte. Ces gaz à effet de serre, il y a 15% qui sont capables de citer le mot gaz, 15% de la population. On est plutôt dans un des pays les plus développés au niveau éducation. Donc ça veut dire que la compréhension, on est face à un problème qui est mondial.
aujourd'hui aussi au-dessus de nos têtes, les gaz à effet de serre qui viennent de France, qui augmentent et qui viennent de France, c'est 1,5%. Le reste vient d'ailleurs. On est vraiment face à... Et la compréhension de ces enjeux-là n'est pas au rendez-vous. On a pourtant l'impression que ce sont des sujets qui sont largement médiatisés, largement présents sur le débat public, que tout le monde s'accorde plus ou moins sur le diagnostic. Donc c'est étonnant, mais en effet, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a encore des incompréhensions et des interrogations qui ne sont pas en tout cas résolues. Et je vous propose d'ailleurs, pour continuer à éclairer ce débat, qu'on prenne par téléphone le directeur de la rédaction d'une revue qui se veut d'écologie intégrale, ça s'appelle Limite, et c'est Paul Picaretta qui est avec nous en direct. Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez dû suivre attentivement les résultats de ce fameux rapport mené par le GIEC qui ont été révélés hier. Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Quelle écologie vous défendez quand les experts les plus qualifiés établissent un diagnostic aussi alarmant ? Vous savez, je crois qu'avant tout, il faut, avant de prendre des mesures à l'emporte-pièce ou de chercher des solutions technologiques à des problèmes créés par des opérations technologiques, en fait, je crois qu'il faut s'interroger sur l'écologie elle-même. C'est-à-dire, quelle écologie nous voulons ? Et à mon sens, la seule écologie, enfin la véritable, c'est celle qui, quelque part, la réponse est dans le mot même d'écologie, c'est-à-dire l'oikos. Le terme d'écologie aujourd'hui n'est pas très bien compris par le grand public. Et c'est ça le scepticisme peut-être, c'est que les gens ne comprennent pas, selon vous, la notion d'écologie ? Malheureusement, l'écologie politique est venue un peu brouiller les cartes. Et vous savez, dans le mot écologie, vous avez le mot oikos. Et le mot oikos, ça veut dire la maison en grec. Et je crois que si on revient à la racine du mot, on peut comprendre beaucoup plus de choses. L'aménagement de la maison, tout de suite ça parle, tout de suite on s'imagine vraiment quelque chose dont il faut prendre soin. Les gens aiment prendre soin de leur maison. Malheureusement aujourd'hui on considère la Terre, d'ailleurs on dit plus souvent la planète que la Terre, on la considère un peu comme un hall de gare, voire même une déchetterie. Alors vous voyez, si on revient, je pense, à l'écologie telle que l'on pensait les pères de l'écologie, et ben je crois qu'en fait il faut changer radicalement de paradigme. Et même, je crois qu'il faut oser le mot. Je crois que l'écologie va carrément aller vers des questions d'éthique et de morale même. Elle va poser la question des limites. J'ai entendu tout à l'heure le terme. Et vous voyez, en posant la question des limites, elle va rappeler des choses comme c'est non. C'est le nom de votre journal, ce qui n'est probablement on ne peut pas. Voilà, anodin. c'est aussi le nom de mon journal. Et voilà, elle va rappeler tout simplement que non, il y a des choses qui ne se font pas. Alors nous, on dit écologie intégrale parce que en fait, on appelle à une écologie qui réfléchit sur les conditions d'existence des vivants, mais de tous les vivants, les végétaux, les animaux, mais aussi les animaux raisonnables que sont les hommes. Et d'une certaine façon, en fait, l'écologie intégrale, elle embarque tout le monde sur son arche. Voilà. C'est un petit peu ce que je rebondis sur ce que vous disiez, cette idée de limite. Quand on lit votre journal, on peut retrouver dans les colonnes cette citation de Camus, « Un homme, ça s'empêche ». En fait, pour vous, l'homme, il ne doit pas ignorer ses limites. Et l'écologie, du coup, ce serait une école de quoi ? De patience ? Qu'est-ce que c'est la véritable écologie dont vous parliez ? Une école de patience, une école de renoncement ? Oui, je crois qu'en fait, alors de renoncement, il faut savoir renoncer à certaines choses pour s'ouvrir à d'autres, hein. Mais le mot patience est très bien choisi. Nous, on parle beaucoup quand même en écologie de ralentissement. Tous les rapports qui montent depuis les années 70 nous amènent à ralentir. Là, on pose des diagnostics, le GIEC pose des diagnostics, etc. C'est bien. C'est pas nouveau non plus, hein. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez parlé juste avant, mais le premier grand diagnostic, il remonte à quasiment 50 ans. C'est un diagnostic qui a été posé par le Club de Rome, qui s'appelait The Limit to Growth, qui dit tout simplement, enfin qui a été traduit en français par Halte à la croissance, et qui dit tout simplement qu'il faut ralentir et changer de paradigme, ça veut dire de vision. Et ça, vous savez, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les écolo-sceptiques, climato-sceptiques, je crois que vraiment la question de s'empêcher, de ralentir, de redonner un sens aux choses et aussi une dimension
une dimension qui lui est propre à chaque chose, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens peuvent comprendre. Paul Picaretta, quel est le juste niveau pour vous du combat écologique? Est-ce que par exemple tous les gestes, très concrètement, tous les gestes considérés comme écologiques se valent? Ouf, ça c'est compliqué. Ça commence par quoi? Ça commence par quoi en priorité? Alors, il faudrait, je pense, se poser la question des ressources naturelles. Et c'est une réflexion qu'il faut se poser collectivement et pas individuellement. Il y a peu d'écologistes aujourd'hui qui sont partisans en réalité des solutions individuelles, parce que vous pouvez changer des petites choses chez vous, mais si vous êtes le seul à le faire... Par exemple, changer ses ampoules, on peut le voir... Par exemple, ces propositions qui ont été relayées par l'AFP, qui viennent de l'Environmental Research Letters, et donc par exemple changer ses ampoules, étendre son linge, recycler. Donc ça, c'est un impact modéré dans les gestes, peut-être pour réduire son empreinte carbone. Vous avez accès à ces informations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paul Picaretta? Oui, mais personne ne peut être contre. Personne ne peut être contre. C'est-à-dire ça commence que par ça. Vous pouvez, il n'y a pas de commencement en fait. Vous pouvez tout mesurer, tout peser, etc. Mais encore une fois, je crois qu'il faut retourner à l'essentiel de la question, qui est que si on ne change pas collectivement ces petites choses que vous trouvez dans n'importe quel graphique aujourd'hui en ligne, comme celui posté par l'AFP hier, si on ne fait pas ces choses tous ensemble, ça ne marchera pas. Moi, je crois qu'il y a aussi des solutions, des choses peut-être qui sont plus accessibles. Ou qu'on comprend mieux, qui ne sont pas accessibles à tous, mais qu'on comprend mieux. La question de la nourriture, par exemple. Vous voyez, changer son mode de vie et sa façon de se nourrir a des conséquences, pour le coup, vraiment gigantesques. Si on passe d'une agriculture industrielle conventionnelle à une agriculture qui respecte en fait les sols et qui permet aux sols de se régénérer, vous voyez, déjà, il n'y a pas que ça, mais c'est une solution et que les gens peuvent vraiment comprendre. Alors, tout le monde aujourd'hui est sensibilisé à ces questions d'une nourriture saine qui respecte les sols et qui va permettre, encore une fois, non seulement de respecter la santé des agriculteurs, des consommateurs, mais aussi de produire plus, parce qu'on le sait peu, mais vous prenez une méthode comme la permaculture, par exemple, qui est une méthode d'agriculture qui se répand de plus en plus dans les milieux bio. La permaculture permet sur la même superficie de produire 4 fois plus. Donc il y a énormément d'alternatives qui se développent depuis déjà une vingtaine d'années. Paul, vos propos suscitent un certain nombre de réactions sur le plateau. Hervé Le Treut, peut-être, et après des questions d'internautes. Je pense que, je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui est dit. Là, il y a seulement une dimension au problème qui est souvent, je pense, très sous-estimée. C'est le caractère irréversible de ce qui a lieu en ce moment. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre, on continue à les émettre. Ils continuent à se stocker dans l'atmosphère, on continue à ne pas savoir les enlever, et ils engagent le futur de manière extrêmement rapide. Et c'est quelque chose qui a augmenté dans une proportion qu'on mesure mal. À la fin des années 50, quand on a commencé à s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre, c'était environ 1 milliard de tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, c'est environ 10 milliards de tonnes de carbone par an, et on est dans un monde où beaucoup de pays veulent accéder au même type de développement que les pays occidentaux qui sont à l'origine de ça. Alors, au départ, on ne savait pas que c'était dangereux. On l'a su un peu trop tardivement, mais on le sait quand même maintenant depuis une bonne quarantaine d'années. On voit les températures qui augmentent. On a tous les signaux pour savoir que ça ne peut pas s'arrêter tout de suite. On aura des changements climatiques dans les 20 ou 30 ans qui seront importants. On ne parle d'ailleurs pas dans le rapport du GIEC d'empêcher le réchauffement. On parle de l'atténuer. Et je crois que là, donc cette dimension d'urgence, elle est nécessaire à prendre en compte au-delà de tout ce qui a été dit. Je suis d'accord que c'est un problème de civilisation, un problème qui va très au-delà du changement climatique. Mais cette dimension de l'urgence, on ne peut pas la mettre de côté. Oui, c'est un problème de modèle économique. Qu'est-ce qu'on veut, où veut-on aller Et je suis tout à fait d'accord avec... C'est tout un logiciel de pensée qu'il faut repenser. Redéfinir au niveau de la production, de la consommation. Oui, mais je vais prendre juste un exemple simple. Est-ce qu'on est capable de renoncer à prendre l'avion ou sa voiture pour se déplacer? Surtout quand on a 30 ans, par exemple. Oui, est-ce qu'on est capable? Et votre réponse, selon vous? J'ai rencontré assez peu de scientifiques qui renoncent à prendre l'avion, même des gens qui travaillent dans le domaine dans ces questions-là. Donc voilà, c'est
un problème de comportement. Et il faut repenser. Donc ce que disait tout à l'heure Piccarreta est juste, notamment sur l'alimentation. Mais il faudrait aussi dire les choses clairement. C'est manger, par exemple, beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poisson et privilégier davantage une consommation à partir de produits agricoles. On a l'impression que c'est l'éternel dilemme de chacun qui se sent un petit peu coupable en entendant, par exemple, ce diagnostic du GIEC hier, où on est tous soucieux de savoir comment le gérer, comment y répondre, peut-être les internautes aussi, mais comment faire en réalité? On est tous d'accord sur le diagnostic, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les internautes y voient plusieurs problèmes, notamment celui de Jacques. Selon lui, au final, ce n'est qu'une question de fric, pour utiliser ces mots, que les industriels derrière ralentissent tout le process sur les actions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, ou encore Hélène, François et Sébastien qui nous regardent sur Figaro.fr. Selon eux, c'est la surpopulation qui littéralement pose problème, et que si on n'arrive pas à la limiter, notamment en Afrique, c'est le continent qu'ils prennent en référence, on arrivera non pas à rien, mais disons que ce sera plus délicat de lutter contre ce réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette suggestion qui était donc dans les fameux moyens diffusés hier pour réduire son empreinte carbone? Avoir un enfant en moins par exemple, ça a un impact élevé. Et voilà, c'était une des dernières solutions. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Piccarreta ou les décrypteurs du plateau? Sur la population, je pense qu'il faut être un peu mesuré parce que c'est dans le même tableau que changer ses ampoules et tendre son linge, avoir un enfant en moins. Bien sûr. Dans les pays développés, oui, ça compte. Dans les pays qui sont moins riches, une personne émet nettement moins de CO2 dans sa vie, parce qu'elle ne prendra jamais l'avion, par exemple. Elle ne se chauffera pas. Donc, il faut quand même mesurer le... Je pense que de toute façon, on a besoin de changements personnels, mais aussi de changements structurels. Donc, vous parlez de gestes que chacun pourrait faire. Je crois que moi, j'essaie de faire des choses, par exemple, à l'échelle de la région Aquitaine ou à l'échelle de... Je pense qu'on a des lieux où on peut concevoir des systèmes de transport, des systèmes d'habitat, des systèmes qui soient beaucoup plus résilients, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se déplacer en brûlant du pétrole de manière inutile, comme on le fait très largement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont structurelles, qu'on n'envisage pas de ce point de vue-là. Donc il y a les gestes, il y a ces problèmes structurels, il y a des marges qui sont très grandes. Et d'autre part, il ne faut pas être... Il y a bien sûr un problème qui est devant nous. On ne va pas être sur la même planète qu'on était avant. Il faut essayer de faire le maximum de ce qu'on peut. On ne pourra certainement pas empêcher tout usage du charbon, du pétrole. Surtout, est-ce que ce n'est pas le fait que juste la balle est dans le camp politique? Il est dans tous les camps. Je pense que c'est la caractéristique majeure de ce problème. C'est un problème qui se traite au niveau des États, au niveau des régions, au niveau des citoyens. Il n'y a nulle part un grand bouton qu'on peut tourner pour diminuer les gaz à effet de serre. Et avec le retrait de l'accord, le retrait américain de l'accord de Paris, le contexte n'est peut-être pas aussi favorable. Oui. Une petite remarque là-dessus. Oui. Enfin, d'abord, ils ne sortent que... Le fossé est encore long à franchir. D'un point de vue strictement légal, je crois que les États-Unis ne sortiront de l'accord de Paris, même s'ils ont commencé par des mesures nationales pour revaloriser le charbon, pour le méthane, etc., en faveur du méthane et en faveur du charbon. Ils ne sortiront concrètement de l'accord de Paris qu'au moment des prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Et la France est suffisamment engagée pour la planète, selon vous? Paul ou les décrypteurs, encore une fois, vous pouvez réagir? Je voulais juste revenir sur ce fameux schéma-là de l'AFP avec qui nous conseillait de faire moins d'enfants. Vous savez, sur la question de l'agencement du changement individuel et structurel, il y avait le biologiste antinucléaire Barry Commoner qui disait que la pollution ne commence pas dans la chambre à coucher, mais dans la salle de conférence des grandes entreprises. Et donc ça répond bien, cette phrase, j'aime beaucoup, parce qu'elle répond bien quand même aux problèmes qu'on est en train de connaître. Le premier problème n'est pas la surpopulation, puisque, comme il a été dit sur le plateau, un Africain, le mode de vie d'un Africain, c'est absolument pas le mode de vie d'un Américain. Et pour rappeler un chiffre qu'on cite souvent, mais si tout le monde vivait comme un Américain, il faudrait 5 planètes. Donc la question n'est pas du tout celle de la population, mais de son mode de vie. Donc voilà. Merci Paul Piccarreta. Je rappelle que vous dirigez la rédaction de Limite. Dernier mot avec nos décrypteurs, le prix Nobel d'économie a été attribué à 2 Américains pour leur recherche sur le climat. Est-ce que c'est un signe encourageant,
Ça date donc d'hier. Est-ce que c'est un signe encourageant selon vous? Ce sera le dernier mot de cette émission. Oui, enfin, sauf que j'ai vu aussi qu'il s'agissait la plupart de ces travaux quand même consistent à verdir la croissance, donc il ne faut pas non plus trop se leurrer. Voilà. Désolé de terminer sur une note un peu négative. Peut-être nos décrypteurs, Hervé Le Treut. Non, j'ai pas regardé en détail. Je connais l'un des deux. Bon, c'est effectivement des chercheurs sérieux dans ce domaine depuis très longtemps. Je crois qu'il faut aller. Enfin, c'est important pour les personnes, le prix Nobel, mais là, on est face à des enjeux qui demandent surtout un travail collectif, interdisciplinaire, au niveau scientifique, enfin, c'est le travail de toute la population en fait, de cette planète. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toute l'équipe de préparation. Merci Valentin, merci Azili, Stéphane, Anne-Emmanuel, Jean-Charles et toute l'équipe de réalisation. Cette émission est disponible en VOD sur lefigaro.fr. On se retrouve même heure demain pour parler du phénomène vegan. Et ne ratez pas le talk qui va commencer dans quelques minutes et qui recevra Yannick Jadot. C'est un excellent prolongement pour poursuivre ce débat. Merci beaucoup, à très vite sur Figaro Live.